Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Nous recevons ce soir Bernard Rigaud, qui est philosophe de formation, docteur en anthropologie culturelle. Alors Bernard Rigaud a enseigné en Polynésie française durant de nombreuses années, à partir des années 80. Et il est maintenant installé en Nouvelle-Calédonie, où il est professeur des universités en langue et culture océanienne. Il travaille sur l'altérité culturelle et mène une réflexion qu'il veut pluridisciplinaire. Alors, évidemment, philosophie, linguistique, histoire, ethnologie. Alors, je précise qu'il est également directeur du CNEP, qui est une organisation récente, me semble-t-il. Il nous en dira peut-être un mot tout à l'heure, en tout cas qui est le Centre des nouvelles études sur le Pacifique. Il est venu ce soir évoquer la femme en Océanie, et plus précisément sa place dans la société d'hier et la société d'aujourd'hui. Il nous livrera son propos durant une petite heure, grosso modo, et puis vous aurez évidemment tout loisir de l'interroger tout de suite après. Vous avez peut-être vu devant la salle Cécilia quelques publications. Alors, Bernard Rigaud est l'auteur de plusieurs d'entre elles, évidemment. Je n'en citerai que deux, plus connus peut-être que les autres. Alors, il existe Lieu-dit d'un malentendu culturel, qui était publié en 1997 et réédité en 2003. Et puis, un ouvrage qui s'intitule Altérité polynésienne. Alors, ces ouvrages, ainsi que d'autres sur la femme, plus quelques autres que nous avons rajoutés sur les violences faites aux femmes, sont disponibles à la médiathèque du Centre culturel. N'hésitez pas à venir nous voir, et j'allais insister là-dessus, prendre un abonnement, pourquoi pas. Voilà, je vous remercie d'être venus nombreux, et puis je cède tout de suite la parole à Bernard. Merci. Merci Manuel. Et merci à vous tous d'être venus. Alors, s'il est une donnée première, c'est bien que les sociétés sont composées de femmes et d'hommes. C'est aussi et surtout qu'elles ordonnent, pour le meilleur ou pour le pire, la place des unes et des autres. D'une certaine façon, tout commence et tout finit par là. Notons au passage, sur le plan strictement lexical de nos vocables latins, que le terme générique d'homme désigne déjà toute l'humanité, alors que celui de femme n'en spécifie qu'une partie, déjà posée comme seconde et incluse, à l'instar d'Ève, née d'Adam. Est-ce là une représentation qui vaut pour l'Océanie ? Poser cette question, c'est poser une question majeure, puisqu'elle invite à réfléchir à l'ordre social dans son arbitraire culturel le plus structurel. Alors nous proposons ici un cheminement plutôt qu'un exposé savant. Si cette réflexion part d'un champ aussi large que l'Océanie, c'est qu'il nous semble que c'est l'ampleur même du champ qui renforce la pertinence de la perspective adoptée. Évidemment, nous n'ignorons pas que la diversité des cultures est au moins aussi grande en Océanie qu'en Europe. Reste que, polynésiennes ou kanaks, ces cultures partagent un héritage culturel très ancien et des difficultés coloniales ou post-coloniales très contemporaines. Alors, s'il est une opposition, de fait, observée par les Européens dès les premiers contacts, c'est celle qui inscrit les hommes et les femmes dans des espaces sociaux distincts, dans des pratiques spécifiques, voire qui projette la distinction de genre dans les objets du monde. On monte vers la case des hommes, on descend dans la cuisine, les os des hommes reposent d'une part, ceux des femmes et des enfants d'autre part, allées masculines se distinguent des contre-allées féminines des villages kanaks, les femmes pratiquent la collecte lagunaire, les hommes font la pêche hauturière, le pain colonnaire masculin domine le cocotier féminin, l'igname oppose sa symbolique à celle du tarot d'eau, etc. Un système complexe d'interdits marque les frontières entre les sexes et témoigne de l'importance structurelle du clivage. Les Européens, par ailleurs, ont immédiatement interprété ce clivage comme l'expression d'une dichotomie qui distinguerait le non sacré d'un côté du sacré de l'autre.
il n'était pas trop difficile de supposer que la femme était perçue comme profane, puisqu'on constatait un peu partout en Océanie sa position seconde dans les rituels coutumiers, voire son exclusion des lieux de culte, et son statut socialement subalterne. L'histoire des idées indo-européennes a longtemps, elle-même, posé l'inégalité des sexes. Pour mémoire, la femme est définie comme un homme raté pour Aristote, une créature tentatrice pour l'Ancien Testament. Qu'il s'agisse de la cité de Platon ou de celle de Dieu, dans les deux cas, la femme part avec un handicap qui est celui de sa féminité même, sexe faible ou sexe pervers. On sait que le Dieu de la Bible est un père, pas une mère, qu'il fait un fils, pas une fille, qu'il est créateur, pas procréateur, et que la seule figure féminine positive est vierge. On voit bien que le sexisme imposé aux femmes de l'Occident a reposé sur une ontologie philosophique ou religieuse. Si l'on veut éviter les projections européocentrées, il convient d'aborder la question du clivage homme-femme en Océanie à partir de concepts strictement océaniens. Ce faisant, on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur la fameuse notion polynésienne de mana et dont on trouve un équivalent dans toutes les langues kanaks, laquelle notion a tant inspiré le discours anthropologique. Or, rappelons-nous précisément à ce sujet que les grands récits de la tradition océanienne qui narrent la mise en œuvre du monde, la naissance des dieux et des hommes, utilisent tous des notions qui signifient la procréation, la croissance, voire celle de fabrication ou d'invocation, jamais celle de mana. Il faut bien se rendre à l'évidence, si le mana signifie quelque chose, il ne peut être identifié à une force cosmique originelle et indifférenciée, tandis que le procès de la croissance ou de la génération est toujours premier et se suffit à lui-même, le mana ne se dit que rapporté à quelque chose. Mana d'un lieu de culte, mana d'un chef, d'une pirogue, d'un ancêtre. Le mana est nécessairement second, comme le sont les choses auxquelles il est relié. Le mana implique, en effet, moins une mise en œuvre préalable que la nature d'une relation. C'est bien en ce sens que l'on peut comprendre que, s'exprimant en français, un Polynésien dira aussi bien d'une chose ou d'une personne qu'elle a du mana ou qu'elle est mana. Car de fait, aucun auxiliaire ne peut convenir. On n'a pas du mana au sens où on posséderait quelque chose comme un sceptre ou un statut. Le mana n'est ni substance ni fonction. À penser en termes de possession, ce qui serait un contresens, la personne mana est peut-être moins possédante que possédée. On n'est pas mana non plus au sens où on est défini par un prédicat essentiel comme on est raisonnable ou garçon. Le mana peut se perdre. Il n'est pas consubstantiel. Ce que je suis n'est pas mana. Et mana, ce que je fais. À supposer qu'il soit pertinent de distinguer le sujet de ce qu'il fait. Nous savons par ailleurs que dans la réussite de cette action, le sujet n'est ni le seul engagé, ni le seul impliqué. Avec lui, c'est le mana de son réseau qui est activé sous forme de croissance, d'insistance ou de résistance. En ce sens, le mana n'est pas cette force cosmique impersonnelle que des gens comme Durkheim voulaient y voir. Il est au contraire cette puissance qui, du dieu tutélaire jusqu'au sujet, en passant par les ancêtres et les chefs, dépasse l'individu tout en lui étant personnel. Il y a autant de mana qu'il y a de réseaux, et si chaque nouveau lieu de culte, marae polynésien, chaque tertre est respectivement cloné à partir de la pierre de fondation issue du marae souche ou relié par un chemin coutumier à un autre tertre, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller puiser une force cosmique que n'importe quelle pierre ou sentier pourrait bien contenir, mais de construire, par le jeu de la continuité, une nouvelle extension au réseau par laquelle circulation et croissance peuvent se faire. Il y a une autre notion
océanienne qui est bien connue et que Freud a popularisée, c'est celle de tabou. De fait, cette notion polynésienne de tapu, plus exactement, c'est cette notion qui va placer la réflexion du clivage des genres, homme-femme, dans le cadre plus large d'une réflexion sur le profane et le sacré. Le tapu, par définition, indique une frontière que l'on ne doit pas transgresser. Espace profane, enceinte sacrée d'un lieu de culte, maison de la parturiente, phare des hommes, etc. Inscrit sur les panneaux, il désigne aujourd'hui encore la propriété privée, c'est-à-dire la défense d'entrée. Qu'il s'agisse d'un serviteur du culte ou d'une femme qui vient d'accoucher, la personne tapu est entourée d'un corps de précaution. Tout ce qu'elle touche, en Polynésie, à l'époque d'avant le contact, devient aussi tapu. À tel point que manger les restes d'une personne tapu importante causait, disait-on, la mort. Si ces précautions valent pour le grand chef, le Ali Inui, pour tout homme officiant sur un lieu de culte, pour les accouchés isolés dans une maison tapu, elles valent aussi pour les femmes en général, qui souvent ne doivent pas même partager leur nourriture avec les hommes. Or, en quoi les femmes pouvaient-elles être des personnes tapu importantes? Exclues, sauf exception des enceintes sacrées, elles sont décrites par une abondante littérature ethnographique, non seulement comme profanes, par opposition au sacré, mais aussi dans une position sociale de nette infériorité. D'une certaine façon, le tapu, l'interdit, n'a-t-il pas pour fonction de poser une frontière là où elle n'existe pas? L'interdit n'existe que là où un franchissement est possible. Et c'est particulièrement vrai dans un monde pensé en termes de continuum. Faisons un parallèle. À supposer la transcendance de Jéhovah, toute transgression ne touche que le pécheur, qui sera sanctionné à l'aune du bien ou du mal contenu dans son intention. Dieu juge ou pardonne, mais sa perfection n'étant rien touchée par les errances morales de ses créatures. C'est bien la raison pour laquelle la faute du sujet chrétien est moins une transgression, du latin transgredi, qu'une désobéissance qui n'engage que lui. Dès que l'on quitte la perception d'un arrière-monde métaphysique, la fonction de tapu est une mise en garde. Vous voyez, dès qu'on touche au sacré, les dieux se vengent. Ainsi, les tapus. Dès que l'on quitte la perception d'un arrière-monde métaphysique, la fonction du tapu est une mise en garde moins morale que pragmatique. Elle avertit d'un danger qui doit se concevoir d'abord comme surcharge en sacralité, surcharge énergétique. Ainsi, les tapus entourant un grand chef avertissent-ils l'homme du commun? Toute transgression serait fatale à l'homme incapable de supporter une charge en sacralité au-dessus de ses forces. L'humble mortel ne doit pas entrer en contact avec le divin, il ne le doit pas parce que, c'est là le point important, précisément, il le peut. Il le peut à ses risques et périls. C'est pourquoi il était d'usage à Tahiti qu'on porte un chef puissant à dos d'homme pour éviter que son mana ne contamine sol et maison et n'exclue de fait les habitants ordinaires. Or, il se trouve que les précautions qui entouraient la femme n'étaient pas moins grandes que celles qui entouraient le chef le plus sacré, et que dans la rencontre des deux, c'est-à-dire, pour reprendre les dichotomies classiques, dans la rencontre entre la personne la plus sacrée, celle qui est la plus investie du mana, par exemple un Ali Nui, et celle qui est la plus profane, une femme de basse extraction généalogique, c'est bien le puissant chef qui doit être protégé. Un tel fait, dans toute l'ethnographie océanienne atteste, pose une double question. Non seulement comment le moins sacré pourrait menacer le plus sacré, mais aussi et surtout comment, dans le cadre d'un dualisme féminin-masculin, dont semblent témoigner structurellement les sociétés océaniennes, l'interdit qui sépare la sphère des hommes de celle des femmes peut-il être le signe d'une continuité
implicite et dangereuse. S'il suffit à un homme dans un état tapou d'approcher une chose de sa tête pour lui communiquer son mana et le rendre tapou. Il suffit à une femme, dans sa simple nature de femme, d'enjamber cette chose pour en briser le mana. Si l'homme possède le mana, contrôle l'accès à la sexualité, choisit de donner la mort ou d'accorder la vie, sacrifice, je rappelle que sacrifice, c'est la même étymologie que sacré. Infanticide, guerre, etc. C'est pourtant lui, et lui seul, qui a tout à craindre de n'importe quelle femme. Le guerrier n'entreprend pas un long voyage en mer sans s'être abstenu depuis un temps suffisamment important de toute relation avec une femme, sans avoir sacrifié aux dieux, sans avoir invoqué l'aide des ancêtres. Il suffira pourtant à une femme de s'asseoir dans sa pirogue pour compromettre son entreprise et fâcher les dieux. Sur la Grande Terre, les hommes prennent précisément bien soin de ne pas s'asseoir là où une femme réglée s'est assise. Donc vous le voyez bien, face au mana du réseau masculin, la femme oppose autre chose qu'une passivité, un moindre être ou une négativité. On ne peut pas craindre, surtout en Océanie, ce qui est faible. Tant de précautions et de prévention indiquent assez à quel point c'est la femme qui est redoutable. Qu'une femme impie et impure pénètre dans une église chrétienne, elle ne souille davantage que son âme. Le sacrilège n'atteint ni Dieu ni la maison de Dieu. Tel n'est pas le cas ici. En restant elle-même, la femme menace la sacralité du lieu, des hommes, des ancêtres et des dieux. Il faut lui accorder, pour le moins, un principe actif et positif. Pourquoi une pirogue, un filet de pêche, une arme ne peuvent-ils plus obéir au pouvoir masculin des hommes et de leurs ancêtres dès lors qu'une femme manifeste sa simple présence sexuée ? Une simple relecture des grands mythes océaniens donne une réponse qui frappe par sa clarté. Qu'on le veuille ou non, les dieux, aussi éminents soient-ils, sont toujours seconds. Une sacralité précède toute divinité pour une raison bien simple. Elle l'engendre. Dans tous les récits s'impose le primat d'une matrice où s'origine la pluralité des vivants. Nuit matricielle du Kumulipo hawaïen. Le Kumulipo, c'est un des grands chants fondateurs des mythologies hawaïennes. Ventre de la terre papa pour les Maoris. Gestation divine au creux d'un œuf cosmique, Rumia chez les Tahitiens. Dents de la lune qui s'unit à la pierre dans le mythe de Te Akanake, etc. Prenons l'exemple de la naissance du dieu polynésien, d'un des grands dieux polynésiens, Taoroa, raconté en 1822 par les grands prêtres de Pora Pora. Non seulement Taoroa demeure une longue période dans la coquille qui s'appelle Rumia, sorte d'œuf cosmique, le temps de maturation nécessaire à l'éclosion, à l'instar de l'oisillon qui perd son œuf, mais c'est cette coquille qui servira de réceptacle céleste, et c'est encore une autre coquille qui servira de réceptacle terrestre. Et c'est au creux de ces réceptacles que, croissant et se développant, le corps de Taoroa devient le monde. Alors là, je vous cite la fin du texte. Je vous donne la version française, mais j'ai la version tahitienne si vous la souhaitez. Alors le texte dit cela. De même que Taoroa avait des carapaces, c'est-à-dire des coquilles, tout a une coquille. Le ciel est une coquille, c'est-à-dire un espace sans limite dans lequel les dieux placèrent le soleil, la lune, les sporades et les constellations des dieux. La terre est une coquille pour les pierres, l'eau, les plantes qui en jaillissent. La coquille de l'homme est la femme, car c'est par elle qu'il entre dans le monde, et la coquille de la femme est la femme, car elle naît de la femme. On ne peut énumérer les coquilles de toutes les choses que ce monde produit. Alors, au cas où ça ne serait pas clair suffisamment, regardons même le texte. Vous voyez bien que si la coquille de l'homme, c'est la femme, à l'instar de toute chose, c'est qu'il n'est d'origine que matricielle. Or, de fait, le mot tahitien traduit en français par coquille est apu. Et
Ce terme apu, selon le dictionnaire de l'Académie tahitienne, c'est aussi toute partie du corps en forme de coupe. Un autre mot signifie coquille. Et seulement coquille, cet autre mot, c'est le mot tahitien pa'a. Ce n'est pas trahir le sens du texte d'interpréter apu comme creux matriciel, puisque les récitants ont préféré ce terme à celui de pa'a. De fait, la coquille n'est ici qu'une métaphore de la matrice et pas l'inverse. On voit bien ainsi qu'une force procréatrice ou germinative précède les dieux. Tous les mythes fondateurs océaniens racontent cela. Les dieux ne sont pas premiers, ils naissent au monde. Dans le récit hawaïen Kumulipo, qui raconte la génération du monde, les dieux et les hommes n'apparaissent qu'à mi-chemin, au 8e chant sur les 16 qui composent le texte, bien après la naissance du minéral, du végétal et de l'animal. À ce stade de la lecture des mythes océaniens, deux constats s'imposent. Le féminin précède le masculin qui l'engendre, comme la nuit enfante le jour. Alors vous remarquerez qu'il y a un léger contraste avec, par exemple, le texte biblique, où c'est un premier homme qui, d'une certaine façon, accouche de la première femme. Le fait même de la génération précède l'existence de couples de géniteurs dans les mythes océaniens. La nuit engendre la nuit qui finira par engendrer la terre, etc., etc. Dans une société guerrière et aristocratique, la généalogie est tout. Comment le mythe articule-t-il le primat d'une fécondité féminine, non personnifiée, et le souci d'une ascendance mâle et dominatrice? On trouve des textes qui témoignent de la tentative de confiscation de la fécondité au profit d'un pouvoir masculin selon deux axes. L'appropriation du sexe féminin ou l'inceste. Bien des mythes au sujet d'Athéa, qui est un grand dieu polynésien, qui est un dieu céleste, éminent et bien entendu masculin, racontent ces tentatives pour posséder les deux sexes. Et le désastre généré par cette confusion, Athéa n'accouche que d'avortons et de fœtus informes. L'ordre n'est rétabli que lorsqu'il rend à la déesse Fa'aotu, et Fa'aotu, si on prend l'étymologie, Fa'a c'est faire et Otu c'est le fruit. Donc la déesse féminine, c'est celle qui produit du fruit. Et donc lorsqu'il rend à Fa'aotu ses attributs féminins, en l'occurrence sa poitrine nourricière. Dans les mythes, est fréquent aussi l'inceste divin, par lequel le père féconde la fille et veut assurer le contrôle généalogique dans une logique aristocratique du sang. Ici encore, la tentation incestueuse est sanctionnée par une catastrophe. Tané, pour avoir séduit et fécondé sa propre fille, la fille de l'aube, Hine Titama, Titama ça veut dire l'aube, l'a fait fuir dans les dimensions nocturnes du Po, la nuit, et devenir Hine Nui Tepo. Dans la lecture de ces grands récits, les commentateurs ont vite traduit Hine Nui Tepo comme la grande déesse de la nuit, et ils ont traduit ça comme la déesse de la mort. Or, et ça c'est un point important, le Po, cette dimension obscure polynésienne, ne désigne pas seulement la nuit, elle désigne la dimension invisible, et en aucun cas elle ne désigne la mort. Ces dimensions, c'est le monde d'avant le visible, celle du jour. C'est-à-dire soit le monde matriciel d'où naît tout ce qui advient, c'est-à-dire le monde des ancêtres. Et de fait, les ancêtres n'ont pas fini ni d'agir. Autrement dit, cette dimension invisible, ce n'est pas du tout l'enfer chrétien ni la déesse d'Homère. Dans tous les cas, le Po, c'est ce qui précède le visible en le fondant. Les mythologies océaniennes n'associent pas l'idée de mortalité à la féminité, mais à l'idée d'un acte de transgression, masculin de surcroît, qui précipite dans les profondeurs du Po. Si l'on se réfère au lexique polynésien, qu'est-ce qu'une transgression? On passe outre quelle frontière? En tahitien, transgression, fa'apa, c'est certes commettre fa une faute, hapa, notamment ne respectant pas un interdit. Mais qu'est-ce qui constitue le fond de la faute? Hapa, c'est aussi le surplus, l'excédent. Transgresser, c'est donc provoquer à ces risques et périls une croissance. Ainsi, transgresser, se dit-il aussi chez les Mélanésiens Fataleka des îles Salomon, fa'aswa, c'est-à-dire donner naissance.
Tant que le dieu Athéa n'a pas restitué à Fahaotou ses attributs féminins, les vivants meurent à peine nés. La mort n'est pas une malédiction féminine, mais conséquence d'une transgression masculine, laquelle tentait de détourner à son profit le pouvoir procréateur féminin. Nous touchons là au cœur du problème. En quoi la féminité, comme mode même de la génération, de la croissance, pose-t-elle problème ? Hinenui Tepo n'invente pas le pot, ni ne se venge en créant la mort. Elle indique à Tané, Tané qui veut également dire homme, l'ordre irréversible de prééminence. La nuit engendre le jour, elle est devant, car elle est avant. Quand Iné, la femme, quitte l'aube pour la nuit, elle ne devient pas une mort positive, à l'instar de la grande faucheuse de l'Occident, elle se retire et avec elle, la vie s'éloigne. Nous touchons là, peut-être, au fond de toute sacralité. Si l'on suit Émile Benveniste et Georges Dumézil, le terme indo-iranien, sponta, signifiant sacré, est dérivé du sens premier de gonflement, de force. L'être ou l'objet sponta est gonflé d'une force débordante et surnaturelle. Il est investi d'un pouvoir d'autorité et d'efficacité qui a la propriété d'accroître, d'augmenter. Bon, cette remarque ne vaut certes que pour l'indo-iranien, reste qu'elle indique, mutatis mutandis, que le sacré désigne d'abord toute force d'accroissement indépendante de la volonté humaine. On reconnaîtra aisément qu'une notion telle que celle de croissance, de génération, font sens ici. Parthénogenèse cosmique, gestation nocturne, toutes les cosmogonies océaniennes expriment d'abord un pouvoir de croissance et de diversification dont la sexualité n'est qu'une expression seconde et secondaire. On ne s'étonnera pas dès lors si la grande affaire de la plupart des systèmes religieux est de penser en priorité la place des femmes. Les voies sont diverses, mais elles se rapportent toutes au traitement de cette question. Dans des sociétés où le pouvoir est essentiellement le privilège des hommes, il est tentant de nier toute positivité à la féminité. Deux possibilités s'offrent alors. Celle de la philosophie grecque consiste à n'accorder aux femmes une considération que dans leur capacité à montrer des capacités masculines. Leur féminité n'est que le signe d'une faiblesse constitutive qui les voit n'être que de purs réceptacles passifs de l'énergie fécondante d'un mâle. En gros, pour Aristote, un bébé raté, ça fait une femme. Celle de la tradition judéo-chrétienne constitue à substituer au primat païen d'une terre-mère procréatrice un Dieu le Père créateur. Alors je vous invite à réfléchir également à l'exotisme de la notion de création, puisque par définition, la création, Dieu a beau être Père, il est asexué. Et la création, c'est par définition ce qui se fait tout seul et à partir de rien. Par quoi la vie devient principe spirituel, avec le Père créateur, et le sexe, chute ontologique dont la femme est la première responsable. Je vous rappelle que dans la Genèse, l'arbre de la connaissance a révélé cette connaissance qu'il y avait quelque chose en dessous du nombril et qui donnait un pouvoir divin. Le monde océanien, malgré les tentations dont attestent les mythes, de confisquer au profit des hommes la fécondité féminine, reconnaît pleinement aux femmes leurs privilèges, c'est-à-dire leur capacité procréatrice. Ce n'est pas dire que leur sort deviendra plus enviable, car, source de toute richesse et de toute métamorphose, elles deviennent aussi source de tous les dangers. C'est dans cette perspective qu'il faut placer la position subalterne de la femme au sein de la société. Si cette donnée de fait a bien été relevée par tous les observateurs, il convient de ne pas inverser la cause et l'effet. Ce n'est pas parce que la femme est d'une nature inférieure qu'elle est souvent exclue de l'espace rituel, c'est parce qu'elle en est exclue qu'elle est dans une situation sociale d'infériorité. Dans une société où pouvoir politique et sacralité sont liés, toute interdiction à l'accès de l'un prive ipso facto de l'autre. C'est bien la raison pour laquelle les femmes de haute naissance, de par leur proximité généalogique avec un dieu tutélaire ou un ancêtre prestigieux, sont admises comme alliés ou chefs sur les Malays polynésiens et conservent au sein du clan une autorité sur un homme moins bien né. Tout se passe comme si la société obéissait à deux logiques distinctes. D'une part,
une discrimination entre les sexes, d'autre part, une discrimination aristocratique selon leur rang. Ainsi, les distinctions de statut entre sexes tendent à s'effacer tout en haut de la hiérarchie. Reste que toute femme est potentiellement féconde, productrice de vie. Ce pouvoir anté-social, c'est-à-dire bien en amont de la société, est le pouvoir primordial, le sacré par excellence. C'est bien la raison pour laquelle l'autorité politique et religieuse, très majoritairement masculine, élabore à sa façon une stratégie plus ou moins heureuse pour juguler ce péril féminin. Si, en tant que force féminine, la femme est dangereuse ou suspecte a priori, c'est que, première en tant que telle, elle n'est jamais tout à fait affiliée ni affiliable, nécessaire et non fiable, elle doit être circonscrite, tenue à distance ou appropriée et assujettie. Nuit fondatrice ou ventre de Papa, la terre maori, parthénogenèse de sexualité. Le creux matriciel est toujours le lieu de toutes les métamorphoses. L'ouverture de la femme, c'est la génération de l'autre. En ce sens, elle est toujours la menace du même. La femme ne porte pas la mort parce qu'elle porte la vie. La femme porte la mort du même par la naissance de l'autre. Ce n'est pas le réseau qui fait naître l'enfant. Au mieux, c'est le réseau qui décide de le laisser vivre et de l'intégrer par une série de rituels. Mais c'est bien une femme qui a fait naître un clan en faisant naître un ancêtre, comme le rappellent parfois aux hommes les femmes kanaks. L'expansion du féminin est horizontale. Elle produit l'autre, elle reproduit avec l'autre. La masculinité est exclusive. Elle est guerrière et aristocratique. Elle promeut le même contre l'autre. Elle ingère l'autre pour fabriquer le même. Guerre et sacrifice. L'homme ne porte pas la vie, il donne la mort, il gère les morts. De la divinité tutélaire à l'héritier nouveau-né, en passant par les ancêtres, l'homme contrôle une extension verticale. Le réseau absorbe, sous forme de conquête, d'alliance, et grandit. Il ne se dilue pas. L'homme vise la mort de l'autre par la promotion du même. Si l'infanticide touche en priorité les nouveau-nés féminins, est-ce pour permettre, dans une logique don contre don, de tirer parti d'une circulation des femmes devenue rare et donc précieuse, comme l'affirment certains, peut-être. Mais l'infanticide, en réduisant le nombre des femmes, réduit aussi et surtout l'expansion dissolvante. On contrôle mieux les généalogies et on protège davantage des réseaux quand les femmes sont rares. On a cru pouvoir opposer d'un côté la femme, comme puissance du monde obscur de la mort, au monde masculin, profane et lumineux de la vie. L'erreur a consisté notamment à plaquer un lexique européen sur le système conceptuel polynésien ou océanien. De fait, nous avons vu que rien ne correspond aux dichotomies profane-sacré, voire pur-impur. En outre, à l'évidence, il manque un troisième terme pour éclairer la conception océanienne. Ainsi, pourra-t-on proposer le trinôme suivant : féminité, masculinité, pouvoir invisible, sacré, relié aux ancêtres et aux divinités. Ce trinôme a souvent été masqué parce que ancêtres, dieux et féminité font partie de la même dimension invisible, nocturne. L'ordre d'énonciation des termes est lui-même source de confusion. Une fois ce trinôme repéré, il faut se rappeler que l'ordre océanien privilégie une perspective temporelle objective qui va de l'antérieur au postérieur, l'antériorité étant toujours pensée comme une prééminence. Aussi convient-il de restituer dans son continuum ces notions: féminité primordiale, monde des ancêtres et enfin monde visible des humains. Du coup, on se rend compte que si ce qui est au-delà du visible, ou plus exactement en deçà, est non profane, le sacré des chefs ne saurait contenir toute sacralité puisqu'il ne renvoie qu'aux ancêtres. Or, la position sociale subalterne de la majorité des femmes les prive de ce sacré rituel et social. Mais leur nature de puissance féminine les rattache à une sacralité supérieure, car antérieure, celle dont sont nés ses ancêtres. C'est bien pourquoi elles sont frappées par des interdits, à l'instar des hommes les plus manas. Logiquement, c'est d'abord la femme enceinte qui condense en elle tous les interdits.
La femme n'est proscrite des lieux cultuels et des activités masculines qu'en tant qu'elle peut devenir enceinte. Comme dans bien des sociétés traditionnelles, la femme approchant du terme de sa grossesse était souvent, en Océanie, recluse dans une hutte spéciale située à l'écart. Ainsi en va-t-il par exemple aux Australes, aux îles de la Société et dans la plupart des cultures mélanésiennes. Les interdits, de fait, séparent ce qui a tendance à se mêler. C'est même là leur unique fonction et toute leur raison d'être. Inventer des espaces exclusifs au sein d'un continuum fluide. Or, précisément, femmes et jeunes enfants occupent le même secteur. Ainsi, en Polynésie, tout ce qu'une femme ou un enfant enjambe ne peut être utilisé de nouveau, et s'il s'agit de quelque chose qui a été jeté sur la tête d'un homme, les conséquences de la violation de l'interdit sont supposées particulièrement funestes, et la mort de celui qui a commis la faute en est la seule expiation possible, disent les premiers découvreurs. Pour que l'enfant né d'une femme puisse intégrer l'espace social des hommes, il faudra le libérer au préalable de son imprégnation féminine, hautement, entre guillemets, contagieuse. À sa naissance, l'enfant est dans un état sacré, et il faudra toute une série de rites pour que cet enfant perde cet état tabou. Ces rites, en Polynésie française, s'appellent amoa, c'est-à-dire étymologiquement mettre fin au moa. Vous avez le préfixe privatif a et le radical moa. Or, le mot moa, il est intéressant parce que précisément, il signifie la plus haute sacralité. La meilleure preuve de cela, c'est que lorsque il y a eu le passage à la religion chrétienne, le mot qui était utilisé pour signifier l'idée de sainteté, c'est le mot moa. Et ce mot moa, c'est celui qui désignait la sacralité je ne veux pas utiliser le terme de grand prêtre, des spécialistes du sacré, ou les lieux de culte les plus importants. Donc on voit bien que, quel que soit le contexte, le terme moa désignait toujours le plus haut degré de sacralité, et c'est précisément ce moa que jeunes accouchés et enfants doivent perdre. Vous voyez bien qu'il est difficile dans ces conditions de plaquer une thématique binaire, pure-impure, ou profane-sacrée, que l'on peut certes trouver dans l'Ancien Testament, dans le Coran, dans l'Inde védique, mais qui ne fait pas sens dans une logique océanienne. La femme et l'enfant issu de la femme possèdent la sacralité la plus intense et la plus forte. Alors ceci explique, bien entendu, qu'il va y avoir des rituels pour désacraliser l'enfant, et ça explique aussi que dans cette désacralisation de l'enfant, on va faire une distinction entre la désacralisation du petit garçon, qui pourra rejoindre le monde des hommes assez tôt, et la désacralisation de la femme, qui se continue jusqu'à l'époque où elle va se marier, et cette désacralisation n'est jamais totale, elle n'est jamais complète. Pourquoi elle n'est jamais complète? Parce que précisément, il faut qu'elle garde suffisamment de puissance procréatrice, puisque le but de l'alliance, c'est précisément la procréation au service d'une chefferie ou d'un clan. Donc vous voyez, l'idée qui s'impose avec force, c'est que l'ensemble des interdits qui frappent femmes, enfants et tout ce qui appartient au monde féminin est commandé non pas par une symbolique du pur et de l'impur, mais par une énergétique du sang, sang femelle, faut-il ajouter. L'enfant n'hérite des interdits entourant les femmes qu'en tant qu'il est le produit du sang des femmes. Ce sang est un pouvoir pleinement positif. Il ne contient en lui rien de négatif. Il porte en lui-même rien de mortifère, contrairement à ce que rapporte toute une littérature ethnologique. C'est bien la raison pour laquelle, au Samoa, par exemple, le sang d'une demoiselle tamatei, celui de la défloration, celui des règles, celui qui coule dans les veines de l'utérus, était conçu comme un objet doté d'un pouvoir de vie. C'est bien la raison pour laquelle la famille du fiancé acquiert un surcroît de vie. Je reprends les expressions consacrées. Si le sang féminin était si négatif, comment comprendrait-on que la période la plus féconde en Polynésie serait réputée la période des règles? Même si cela n'est pas sans danger pour l'homme, avoir des rapports pendant cette période est perçu comme la meilleure façon de lutter contre la stérilité. Comment comprendrait-on par ailleurs le traitement accordé au placenta, qu'il s'agit des Australes, des Marquises, de la Nouvelle-Zélande, où il est enterré dans des lieux de circulation? Comme son nom l'indique, ce placenta qu'on appelle pouf et noix en tahitien
Whenua en maori, Fonua en tongien, marque un lien étroit avec la terre, Whenua, et la force vitale, Tupu, maori, etc. Il est ce lien. Le placenta ainsi enfoui dans le sol apporte fécondité à ceux qui le foulent et rattache les enfants issus de cette fécondité à cette terre. On est le fruit d'un sang. En enterrant le placenta, on enracine ce fruit dans une terre particulière. La puissance de croissance issue de la mère œuvre dans l'espace du réseau du clan. Plus étrange encore, si l'on projette la vision, européenne, pure, impure, sur les écoulements féminins, comment comprendrait-on cette incroyable coutume marquisienne rapportée par deux observateurs, Crook et Radiguet, lors de la période de contact et à la fin du XIXe siècle. Je vous lis leur témoignage. Au premier accouchement d'une jeune fille de distinction, ses principaux parents masculins se prosternent parfois de telle façon que la jeune femme est assise sur leur tête pendant qu'elle se délivre de son enfant, tous étant recouverts du même drap. Et deuxième témoignage, si la malade est une Ataipeyu, c'est-à-dire une femme de haute naissance marquise, une matrone sépare d'un coup de dent les liens du nouveau-né, les assistants reçoivent sur la tête le sang qui en sort et qui ne doit toucher qu'un objet sacré. Rien n'est certes plus sacré que la tête d'un grand chef, si ce n'est le sang d'une femme. Comment concilier une telle cérémonie avec l'interdit fait à la femme de toucher à la tête de leur mari ou de leur père, de passer au-dessus quand ils sont couchés, de porter ou de toucher un objet qui a été en contact avec elle, ou même suspendu au-dessus? Si les dieux sont réputés avoir peur du sexe de la femme, c'est qu'il contient un élément qui leur est supérieur, le sang fécondant. C'est bien dans cette perspective que l'on peut comprendre qu'au Samoa, l'expression respectueuse pour désigner les parties sexuelles de la femme est « itusa », le côté sacré interdit. C'est dans le même sens qu'il faut interpréter les danses des femmes nues au chevet des moribonds, la coutume d'asseoir une femme nue sur le ventre d'un homme possédé, la pratique féminine de se taillader la peau avec des dents de requin quand l'issue de la maladie d'un proche semble fatale. En dernier recours, il s'agit toujours de demander à ce que la femme de plus féminin, sans sexe, de chasser mort et mauvais esprit. En tant que tel, le sang féminin est croissance, fécondité, fertilité. Il ne peut pas être mauvais ni négatif, il est seulement redoutable comme tout pouvoir. Dans le cas européen, c'est tout ce qui touche à l'écoulement génital qui est impur. Sur ce point, le Lévitique est sans appel, une substance impure pollue. Dans le cas océanien, le sang féminin n'est ni pur ni impur. Il est force de vie. C'est pourquoi il agit dans le cadre strict de rituels précis. Il s'agit, dans le cadre strict de rituels précis, de capter, en la canalisant, cette énergie et qu'il ne saurait être question de se risquer à la subir sans précaution ni préparation. De façon significative, le sang fécondant n'est corrompu que stagnant, accumulé, privé d'un procès de croissance. Alors, vous voyez, il n'est pas nécessaire d'aller chercher une trop littéraire ou trop freudienne ambivalence pour comprendre la crainte inspirée par la femme. Tout ce qui la touche, et plus précisément tout ce qui touche son entrejambe, entre en contact avec un pouvoir de vie qui est premier, comme la puissance de vie, sur l'ancestralité. Tout l'effort des hommes se concentre dans la gestion des réseaux énergétiques où le mana circule des dieux aux hommes via les ancêtres et réciproquement. Ces réseaux sont pluriels et guerriers. Ils sont l'affaire de stratégies purement masculines. On négocie avec les dieux et avec les chefs. Le réseau clanique est l'espace de tous les enjeux de pouvoir et de toutes les initiatives, alliances, conquêtes, trahisons, etc. Tout ce qui appartient aux hommes, tout ce qui concourt à leur stratégie est imprégné du mana du réseau, objets de culte, espaces cultuels, armes, outils, plantations, et les hommes eux-mêmes. Rituels, exploits, activent sans cesse le réseau et développent son énergie, stimulent les circulations sur les chemins coutumiers. Reste une réalité qui échappe à l'initiative masculine, à la logique privative du réseau, à l'idéal aristocratique, la féminité, cette force de croissance première et menaçante. Qu'il s'agisse d'une parthénogenèse cosmique, d'une fécondation sexuée, le creux matriciel produit toujours l'autre à partir du même. Et je vous rappelle qu'une des grandes angoisses masculines est liée au fait qu'il n'y a pas parallélisme entre l'homme et la femme. La mère est toujours sûre d'être la mère, le père c'est moins sûr.
La féminité, donc, en tant que féminité, force de procréation antirituelle et antisociale, n'appartenant à aucun réseau, les menace tous. Si une femme ne doit pas enjamber une pirogue ou s'asseoir près des armes d'un guerrier, ce n'est pas parce qu'un sang mauvais, porteur de mort, les contaminerait. C'est parce qu'elle place la pirogue ou les armes sous un pouvoir supérieur au mana du réseau et indifférent au réseau. Pour le dire crûment, le pouvoir dont la vulve est le signe est infiniment supérieur, car antérieur à celui du front volontaire des hommes. Le féminin gomme les initiatives du pouvoir masculin. Dans le cadre d'un continuum énergétique, et selon une perspective généalogique, c'est le sang qui va opérer le passage nécessaire entre l'expansion aveugle et féminine de croissance et l'extension exclusive du réseau masculin. Le sang sacrificiel et masculin se substitue au sang féminin. Je rappelle que sur les lieux de culte polynésiens, on ne sacrifie que des êtres mâles. C'est l'initiative des hommes qui le fait couler artificiellement. C'est de ce sang masculin que se chargent ancêtres et dieux. Les sacrifices qui accompagnent la naissance ont pour fonction de substituer un pouvoir à un autre, de nourrir métaphoriquement l'enfant avec le sang masculin du réseau, de le sevrer du sang maternel qui a nourri ses chairs. Reste que l'ensemble du réseau est toujours menacé dans sa structure, voire dans son existence, par tous les nouveaux-nés, futurs ancêtres. Alors ce qui est très intéressant, c'est que le mot ancêtre en polynésien se dit tupu na, et littéralement tupu c'est la force de croissance, et na c'est ce qui vient d'apparaître. Bref, ce sont de jeunes pousses. Et c'est des jeunes pousses qui viennent de croître, et qui, bien entendu, contesteront plus tard le pouvoir de leurs parents, en utilisant pleinement leur initiative pour le meilleur ou le pire. Bref, c'est parce que le réseau se perpétue post-mortem que la menace féminine est une menace infinie. Si l'inceste est la seule tentation de toutes les entités masculines supérieures, c'est qu'il est la seule façon de placer cette force de croissance et de procréation féminine sous l'égide du mana masculin du réseau. L'inceste est à la sexualité ce que le clonage est au végétal, et au malarais polynésien, reproduction du même, extension de l'identique. Par le sexe féminin, c'est toujours l'autre qui menace. En dernier recours, pour l'homme, l'autre, c'est toujours la femme, c'est toujours ce qu'elle porte dans son ventre, c'est toujours le fait qu'elle puisse porter l'autre dans son ventre. C'est en cela qu'elle est redoutable et menaçante, c'est en cela aussi qu'elle est force de vie. Dans le procès rituel ordinaire, l'ensemble du circuit est ainsi sous le contrôle d'un pouvoir strictement masculin, sans des victimes, grands chefs, grands prêtres, ancêtres, divinités masculines dominatrices. Tous ces éléments doivent assurer au profit du réseau une captation de la fécondité. Car de fait, les rites propitiatoires ne créent pas l'abondance en soi. Les sacrifices ne produisent pas la croissance. Ils sont le moyen d'en contrôler la répartition au profit du réseau, voire contre les autres réseaux. Il ne s'agit pas de faire que la mer produise davantage de poissons, par exemple, elle en produit suffisamment, mais de faire en sorte que la pêche soit bonne, c'est-à-dire qu'un maximum de poissons soit pris par les pêcheurs de la tribu. En ce sens, le mana n'est rien d'autre que la capacité à capter, au profit du réseau, les produits de cette force de vie. Dieu et ancêtres ne créent pas les dieux et les ancêtres ne créent pas l'abondance, ils la distribuent avec plus ou moins de réussite. L'échec existe toutefois, et la fertilité peut s'interrompre, la famine s'installer, par exemple aux marquises. Il y a une situation de fait qui met en péril le réseau énergétique masculin. Les marquisiens vont alors chercher la fertilité à la source même, bien en amont de tout réseau. Quelles que soient les stratégies masculines pour contrôler au sein d'un réseau clanique les puissances fécondes d'une énergie féminine, un dernier signe montre à quel point ce contrôle exercé n'est pas dissociable d'une claire conscience à la fois du continuum généalogique et du primat de croissance féminine sur le mana. Dans toutes ces sociétés aristocratiques, viriles et guerrières, la filiation passe d'abord par le sang de la mère. Donc pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, aux marquises, quand les choses allaient très très mal, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on sacrifiait les femmes, on les sacrifiait après leur avoir restitué leur sacralité. Donc ceci explique que la filiation passe par le sang de la mère, et par exemple au Tonga, le sang est transmis par la mère aux enfants des deux sexes, mais seule la fille le transmet à son tour. Aux marquises, le sang de la mère seul est important.
À Tahiti, la noblesse du sang de la mère suffit à assurer la noblesse du sang de l'enfant. Aux îles Loyauté, c'est l'intervention des maternelles qui met la circulation du naine, cette énergie dont le défunt a besoin dans sa migration post-mortem. Et puis on sait bien par ailleurs que dans les cultures kanaks, une dette de vie est due au clan utérin. Il convient alors, pour le chercheur, de repenser la notion même de sacralité dans les sociétés océaniennes. Il s'agit ici non pas de renoncer au dualisme ontologique sacré-profane, mais de renoncer à tout cadre ontologique et binaire de réflexion. Sur le fond mouvement d'un continuum relationnel, c'est l'idée d'une gradation ternaire qui doit prévaloir, et dans ce schéma ternaire sans solution de continuité, il y a une prééminence féminine qui s'impose à la sacralité masculine, et je dirais même à l'ancestralité masculine. Ainsi, avec la femme se révèle le fond de la sacralité océanienne, sa modalité généalogique, le pouvoir de vie, articulé au principe de l'antériorité. Si le clan naît avec l'ancêtre, l'ancêtre est né d'une femme dont il perpétue le sang. Par là, elle devrait être la première à bénéficier de cette notion si importante en Océanie, celle de respect. Alors, le respect en Océanie n'est pas la version kantienne de la morale, affirmation du principe d'égalité au nom de la reconnaissance de la personne en tant que disposant d'un libre arbitre absolu. Non. En Océanie, la notion de respect est acceptation du principe hiérarchique comme signe de l'affiliation à un réseau humain où la situation généalogique participe du statut de chacun. Or, précisément, quel statut aujourd'hui pour les femmes océaniennes ? 2 enquêtes en 2002 et en 2003 ont été faites respectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sur des échantillons supérieurs à 1000 femmes dans les 2 cas. Ce qui apparaît comme un constat fort, c'est l'importance de la violence exercée sur les femmes. Les chiffres sont éloquents. Par exemple, dans la seule année précédant l'enquête, 17% des femmes en Polynésie française, 1 sur 6, 25% en Nouvelle-Calédonie, 1 sur 4, ont été victimes de violences physiques ou se sont trouvées en situation de cumul de violences. 7% en Polynésie française et 9% en Nouvelle-Calédonie ont subi des agressions sexuelles. Les taux métropolitains se trouvent ici multipliés respectivement par 8 et 10. La situation de la métropole est pourtant loin d'être satisfaisante sur ce point. Parmi les répondantes à l'enquête, 42% ont subi au moins une fois des violences physiques depuis l'âge de 17 ans. Cette proportion de femmes victimes à l'âge adulte, mesurée à l'aune de la vie adulte, est très élevée. Il est d'autant plus qu'il n'inclut pas les 12 derniers mois précédant l'enquête. Une enquêtée sur 7, 14%, en Polynésie française, a subi au moins une agression sexuelle au cours de sa vie. En Nouvelle-Calédonie, 1 sur 8 a subi une agression sexuelle avant 15 ans. Près de 4 femmes interrogées sur 10 déclarent avoir été battues ou avoir enduré des brutalités physiques durant leur jeunesse. Alors, il n'est pas utile de multiplier les chiffres, sauf aveuglement suspect. Tout le monde, au fond, sait bien la réalité palpable de cette violence dont témoignent des œuvres comme celle de Dewey Gorodé ou Pierre Gop. On peut penser aussi au film d'Alan Duffe, L'âme des guerriers, qui avait ému à l'époque. Encore faudrait-il ajouter que la réalité est souvent plus sombre encore que les chiffres. Précisément ne le laisse penser. Parce que la première des violences est celle du silence. Celle par laquelle le seuil du culturellement tolérable est si élevé que la violence est subie sans même être perçue comme violence. Ainsi, il faut relever qu'à peine une femme sur 5 victime d'agressions sexuelles au cours de la vie s'est rendue au commissariat ou à la gendarmerie pour dénoncer les faits. En réalité, les femmes victimes de rapports forcés ou de tentatives perpétrées par leurs hommes au cours de leur vie conjugale n'ont pratiquement pas recouru à la police ou à la gendarmerie. Les condamnations pour tentative de viol ou viol effectif visent surtout des agresseurs étrangers à la sphère familiale de la victime, c'est-à-dire des agresseurs que l'on peut dénoncer sans fragiliser son réseau humain et sa situation dans ce réseau. Reste que, en Océanie, au moins autant qu'ailleurs, les violences se font au plus proche et d'abord par les proches. Alors, la question qui se pose est la suivante. Faut-il chercher une cause de cette violence dans un continuum culturel qui remonterait au-delà de la période de contact ? Ou faut-il au contraire y voir l'effet d'une acculturation,
d'un laminage par la société amorale de consommation. Les deux explications sont tentantes et faciles. Faciles parce que tentantes. Ce qui n'est pas discutable, c'est que, en 2 siècles, des choses se sont passées sur lesquelles il importe de réfléchir. On peut illustrer cela par un exemple simple, que tout le monde connaît. 8 kilomètres séparent la plage de Magenta de celle de la baie des Citrons. Autant dire rien en termes de distance géographique, mais un monde en termes de distance culturelle. Quand il fait beau, les Européennes bronzent quasiment nues sur la plage de la baie des Citrons, tandis que les femmes Kanaks se rafraîchissent tout habillées dans l'eau de Magenta. Le contraste est saisissant. Il l'est encore plus si l'on se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, ce sont les Européens qui étaient habillés et qui, condamnant les corps trop dénudés, ont imposé partout en Océanie la robe missionnaire, dite ici popinée, et souvent, pour le moins curieusement, robe traditionnelle. Notons par ailleurs qu'une jeune femme kanak aura moins de réticence à se mettre en maillot de bain à la baie des Citrons qu'à Magenta, car elle a moins de risques d'y rencontrer un cousin ou un oncle. Cet exemple n'est pas anecdotique. Il nous met au cœur de notre questionnement. Certes, sur ce plan, les jeunes femmes de Polynésie française semblent échapper à ces distorsions spatio-culturelles et ne se distinguent guère par leur tenue des autres femmes sur la plage. Pour autant, parmi elles, 4 très jeunes femmes sur 10 déclarent un conjoint jaloux au point de les empêcher de parler à d'autres hommes. La liberté ne se mesure pas seulement à la taille de la surface épidermique exposée. Ce qui apparaît, dans tous les cas, sans qu'il y ait là une spécificité culturelle très originale, c'est que la femme ne s'appartient pas. Nous avons vu que la sexualité des femmes renvoie à un pouvoir redoutable, antisocial sinon assujetti. C'est pourquoi, en Océanie, 2 modalités d'appropriation sont possibles. En dehors de l'espace social, ou pendant la nuit, une femme s'attrape, se vole. À Tahiti, cet exploit nocturne valorisant porte le nom de motolo, au Samoa de moetotolo, et on trouve des variantes un peu partout dans le triangle polynésien. Il va sans dire que hors des limites de la communauté et dans l'obscurité de la nuit, tout devient possible. En revanche, dans le cadre social, à la lumière de tous, le mariage est affaire d'alliance, pas de sentiment ou de pulsion. Comme objet et projet privilégié d'alliance entre 2 clans, la femme est accueillie par le clan de l'homme qui a payé le prix de l'épouse en fonction de l'importance de son rang. Étrangère dans l'espace social du mari, elle n'y acquiert une importance relative qu'en fonction de sa capacité à y donner des enfants. Acquise légitimement dans la sphère sociale ou conquise par la force en dehors du monde humanisé, dans les 2 cas, la femme subit une autorité masculine. On pourrait même dire qu'il y va de l'honneur de l'homme de manifester une autorité. C'est par cette autorité qu'il intègre la femme à son réseau. On peut certes comprendre, alors, que la colonisation ait mise à mal cette autorité. Perte du pouvoir politique, perte parfois du pouvoir sur les terres, les hommes ont souvent aussi perdu le pouvoir économique. On pourrait ainsi tenter d'expliquer cette violence par un raidissement de l'autorité par des hommes dépossédés de leurs prérogatives majeures. Et il est de fait que les phénomènes d'alcoolisme et d'addiction liés aux situations de déshérence ont frappé parfois durement les sociétés océaniennes. Pour autant, l'alcool désinhibe des pulsions, il ne les crée pas. L'histoire coloniale a créé des injustices et des frustrations, source de violence, certes, mais cela suffit-il à expliquer cette concentration des violences sur les femmes ? L'histoire coloniale, c'est aussi et d'abord l'histoire de l'évangélisation. Pour 92% des femmes océaniennes interrogées à l'occasion de ces enquêtes, la religion tient une place importante ou très importante dans leur vie. Le tissu cultuel est très dense en Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie. Dans ce dernier cas, le moindre atoll de quelques centaines d'âmes possède non seulement une église catholique et un temple protestant, mais aussi une diversité impressionnante d'églises, mormons, pentecôtistes, sanito, église des saints des derniers jours, etc. À l'occasion des coutumes, le pasteur ou le curé occupe toujours une place non négligeable. S'il y avait autant d'écoles que de lieux de culte, certaines îles d'Océanie devraient concentrer la majorité des prix Nobel. Une des raisons
du succès des églises, c'est qu'elles fabriquent du lien social, que par elles, la communauté devient visible en se réunissant et en s'exprimant dans sa langue. N'oublions pas non plus le rôle historique dans l'éducation. Un grand nombre de leaders politiques sont sortis des écoles religieuses parce que c'était les seules écoles possibles. Alors, cette importance du religieux semble difficilement compatible avec l'importance de cette violence au sein de communautés qui fréquentent assidûment les lieux de culte où l'on prêche l'amour et le respect du prochain. Qu'elles se déclarent catholiques ou protestantes, la grande majorité des femmes interrogées trouvent dans la religion une aide, un soutien pour supporter les maltraitances et les abus dont elles sont ou ont été victimes. La religion représente bien souvent leur seul espoir et leur seul exutoire. Si la pratique religieuse, en leur enseignant que tous les problèmes peuvent se résoudre et que Dieu n'accorde des épreuves que pour mieux sauver l'âme de ceux qu'il aime, donne la force nécessaire à certaines femmes de supporter des situations très éprouvantes, elle les encourage paradoxalement à ne pas tenter de trouver des solutions pour se soustraire à ces situations. En effet, nombre de femmes invoquent le dogme religieux qui condamne le divorce pour justifier le fait qu'elles ne quittent pas leur mari violent, et elles s'exposent, ainsi que leurs enfants, à des maltraitances. La croyance et la pratique religieuse contribuent en quelque sorte à maintenir les femmes dans des situations de domination et de soumission, et c'est pour cette raison que les conjoints ne s'opposent pas à ce que leur compagne pratique une religion et participe à des groupes religieux. Il faut sur ce sujet ajouter 2 points. Le premier point, c'est que la communauté religieuse défend d'abord les intérêts de toute la communauté avec laquelle elle se confond, qu'elle ne veut pas être éclaboussée par des questions qu'elle préfère traiter ou minimiser en interne. Le second point me paraît encore plus fondamental, parce qu'il ne renvoie pas à une stratégie sociologique de surface, mais une réalité culturelle plus profonde. La question est de savoir si la conviction chrétienne non seulement donne sens acceptable à la violence, mais si d'une certaine façon, elle n'en est pas aussi un facteur possible. Avec l'évangélisation, c'est le statut de la femme qui a changé, sa représentation. Qu'on le veuille ou non, la Bible rejoint la tradition océanienne dans la nécessaire soumission de la femme à l'homme. Le récit de la Genèse explique bien que le prix du péché originel sera, entre autres, la soumission des femmes à leurs hommes, et saint Paul ne se privera pas de rappeler que la femme est à l'homme, ce que l'Église est à Dieu. Ajoutons à cela que la vision chrétienne de la femme au foyer dépendante de l'époux n'est pas tout à fait celle de l'Océanie, dans laquelle la femme possède ses richesses propres, ses activités et son espace d'initiative. Le point le plus important, toutefois, semble être encore ailleurs. Ce que la femme christianisée gagne en humanité, elle le perd en sacralité. Elle n'est plus source et force de vie. Elle n'est que la dépositaire d'une semence masculine sous l'égide d'un Dieu masculin et créateur. Rien de redoutable en elle pour appeler à l'homme qui ne possède qu'un pouvoir second. D'une certaine façon, l'histoire coloniale a conjugué dépossession des hommes, de leur pouvoir politique, économique, voire foncier, et désacralisation des femmes. Si la femme reste un enjeu de pouvoir, elle n'est plus la source redoutable du pouvoir. D'une certaine façon, elle hérite de 2 éléments négatifs. Elle hérite de la soumission traditionnelle et de la désacralisation chrétienne. Pour conclure, en tout état de cause, on voit bien dans les sociétés océaniennes que ce sont les femmes qui s'adaptent le mieux aux nouvelles donnes sociétales, qu'elles ne trouvent un statut estimable qu'en investissant le champ de l'expression, notamment en littérature, et le champ de la politique dans le cadre des institutions étatiques. Pour autant, en faisant cela, elles ne rompent pas avec l'héritage coutumier qu'elles respectent, par exemple, au sein de la tribu, mais elles empruntent à l'Occident ce qu'elles trouvent important, exactement comme les Océaniens ont emprunté des cognets métalliques pour fabriquer des herminettes océaniennes. De fait, elles participent du mouvement des sociétés, la tradition est toujours à faire, et comme Jean-Marie Tjibaou le disait, l'identité est devant soi. La promotion féminine ne se fait pas contre la généalogie, ni contre les logiques territoriales de réseau. Elle n'en pervertit pas le sens, elle en étend le champ des possibilités. D'une certaine façon, et c'est là où je voudrais insister, on pourrait même dire que la défense des femmes peut faire l'économie
d'une mauvaise conscience identitaire. Elle ne passe pas par la trahison des cultures océaniennes, mais par la réhabilitation de ce qui en constituait le socle. Le respect, dû à ce qui est premier, au sang, aux ancêtres, passe d'abord par le respect des femmes. Ces primats océaniens n'ont rien qui puisse s'opposer aux exigences éthiques d'une démocratie résolument contemporaine, bien au contraire. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, vous avez des micros de part et d'autre de la salle, hein, si vous souhaitez poser une question. Oui, il y a quelqu'un en bas. T'inquiète pas. Bonsoir, merci pour votre conférence très intéressante. Est-ce que vous pourriez revenir sur la différence sur les notions de respect et les conséquences par rapport à la femme? Est-ce que vous pourriez approfondir ce que vous en avez dit? Oui, je peux revenir sur la notion de respect. Du point de vue européen, la notion de respect repose sur la notion... Encore que c'est très ambigu, hein, parce que des fois on respecte le gendarme, ça veut dire surtout qu'on en a peur. Hein. Mais si on prend vraiment le sens moral de la notion de respect, c'est simplement poser un principe, je dis bien un principe d'égalité, et donc au nom du principe d'égalité, on respecte l'autre, c'est-à-dire on ne fait rien contre la liberté de l'autre. Ça, c'est la notion, ce que j'appelais la notion kantienne, si vous voulez. En Océanie, si je respecte quelqu'un, c'est pas seulement la personne que je respecte, c'est l'ensemble de la communauté à laquelle elle appartient, et du coup, la place qu'elle a dans cette communauté. Donc c'est pas le même sens. C'est pas que c'est plus large, c'est que ça n'obéit pas au même principe. Maintenant, pour revenir, pour finir, quand je parlais du respect dû aux femmes, c'est que précisément, on pourrait dire que d'une certaine façon, le respect est dû aux femmes, parce que précisément, il n'y aurait pas de communauté possible sans des ancêtres communs et sans des femmes pour donner vie aux ancêtres. Donc, la logique océanienne met la valeur sur l'antériorité, et l'antériorité est obligée de reconnaître l'antériorité du féminin. Merci beaucoup pour cette conférence qui a aussi la grande qualité de pouvoir relier la Polynésie et la Mélanésie. Il y avait une conférence il n'y a pas longtemps de Serge Tcherkezov justement qui a invalidé cette séparation. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on voit et on peut même aller du côté de l'Asie du Sud-Est aussi où on a cette importance des femmes dans le domaine de la vie. J'aimerais bien pouvoir faire une petite remarque qui est aussi une question. En insistant vraiment sur la place des femmes du côté de la vie, il me semble aussi qu'il y a dans toute l'Océanie une importance des femmes aussi pour tout ce qui est du domaine du passage et une sacralité pour tout ce qui est du domaine du passage. Il y a d'un côté la vie, mais il y a aussi le passage vers l'ancestralité et le passage vers la mort. D'où, aussi bien au Vanuatu qu'ailleurs, ces femmes en fait qui gèrent la décomposition cadavérique par exemple de leur mari, ou bien à Tahiti aussi, ces femmes chefs qui, si ma mémoire est bonne,
ingérer la peau de leur mari de manière à les faire passer dans l'au-delà. Et ce qui est une notion, me semble-t-il, aussi importante, qui est le lien effectivement entre tout ce qui est du côté de la génésique, de la capacité des femmes de modeler, de transformer tout ce qui est du côté de la chair, et aussi ce qui peut aller, d'où les séparations absolues des domaines des hommes et des domaines des femmes, du côté aussi des pourrissements, comme ceux qui justement manipulent l'abondance et font la fertilité, qui aussi ont la capacité de faire pourrir les jardins, etc. Et donc, ceci pour effectivement souligner encore plus le besoin de séparation des domaines masculins et des domaines féminins, donc, qui étaient vraiment marqués dans l'ensemble de l'Océanie. Et ça me fait aussi penser à quelque chose. Bien évidemment, l'impact missionnaire est absolument extrêmement important, mais ça me fait penser aussi à un texte de Marshall Saline sur Hawaï, à un moment donné où justement cette séparation ne peut plus être faite. Alors lui ne parle pas des femmes, mais au moment de l'arrivée de Cook, il pose la question de la chute de la sacralité, où le bateau arrive. Les chefs auraient dû monter à bord en premier et ne pas être suivis par les gens du commun. Je ne me souviens plus exactement des termes du texte, mais ce qu'il se passe, c'est que les Polynésiens et gens du commun montent sur les bateaux de Cook, et Salins en fait tout un ensemble de textes en fait, et il montre comment la séparation là est mise à mal entre ce qui est du domaine du sacré et ce qui est du domaine du profane, et en même temps comment ce manque de séparation et cette absence de séparation va faire mettre une rupture dans l'idée même de sacralité et de sacralité des chefs. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas aussi quelque chose qui est lié au changement des sociétés, donc à la modernité entre guillemets, mais pas seulement, mais vraiment aux transformations des sociétés, où effectivement cette séparation du monde des hommes et du monde des femmes, que ce soit lors des menstrues, que ce soit les séparations spatiales avec les maisons des femmes, les maisons des menstrues, etc., à partir d'un certain moment, ne peuvent plus être maintenues, et où une partie de la société change. Est-ce que ça ne peut aussi ne pas jouer dans ce processus-là? Oui, alors j'irai dans ce sens-là. Ça me fait penser également à d'autres textes en poésie française où un des éléments déstructurants, c'est les femmes invitées par les marins sur les navires donc européens et qui mangeaient avec les hommes. Et donc justement, là, il n'y avait pas le respect de la différenciation des espaces. Donc effectivement, les sociétés bougent, les sociétés changent. Mais ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que les sociétés bougent et changent, et leur représentation change. Or, ici, dans le changement, il y a des changements de pratiques, mais il y a également des changements de système en termes de sacralité. Et dans ce changement de système, il reste quand même des articulations non faites. Moi, on peut penser, je ne sais pas, là j'ai évoqué dans l'exposé de ce soir la difficulté à situer la sacralité féminine dans un système chrétien, mais si je restais sur ce type de pensée, on pourrait poser la question de la place des morts, des ancêtres précisément. Parce que quand on pose les sociétés océaniennes comme chrétiennes, forcément, dans le système chrétien, par exemple, les morts sont l'affaire exclusive de Dieu. Autrement dit, c'est au jugement dernier que Dieu doit décider du sort de chacun. Or, dans le système océanien, les morts sont l'affaire des vivants, et exclusivement des vivants. Et ils sont vivants aussi longtemps que les vivants sont en lien avec eux. Donc, ce que je veux simplement dire par là, c'est que les sociétés bougent, les représentations bougent, les systèmes de croyances bougent aussi, mais ils ne bougent pas forcément de façon homogène et cohérente. Et il y a des fois des pierres d'achoppement ou des nœuds qui se font. Et en général, quand les nœuds se font, ils se font plus dans le non-dit, dans le silence, que dans un discours théorisé ou réfléchi. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, bonsoir. Je voulais dire, pour répondre à la dame, là, pour les femmes,
ce sont elles qui ont déstructuré les chefferies. Hein. C'est-à-dire que quand les bateaux arrivaient, ils ne se présentaient pas aux chefs, mais quand ils arrivaient, ils choisissaient le meilleur mouillage. Ce n'était pas forcément là où se trouvaient les chefs. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez parler dans le micro, s'il vous plaît? Ces premiers échanges, les cadeaux, tout ça, rien ne circulait comme... c'est-à-dire que ça ne passait plus par les chefs, ça passait par les femmes, les cadeaux. D'accord? Pour ce qui est pour en revenir aux marquises, il y a eu des femmes prêtresses aux marquises. Hein. Il y a aussi la dame dont vous parliez, le seul acte de cannibalisme qu'il y a pu y avoir, ou le sacrifice, c'est au sujet d'une famine, et c'est une dame qui était très maigre, qui ne tenait plus pratiquement sur elle. Ils l'ont sacrifiée à ce sujet. Hein. Ils l'ont sacrifiée à ce moment-là. Voilà. Et autre chose, ce que je voudrais dire, c'est que Radiguet, il valait mieux citer plutôt Robarts plutôt que Radiguet pour ses écrits, quoi. Je veux dire que Radiguet n'a fait que reprendre ce qu'avait écrit Robarts ou Crook. Oui, Crook. Voilà. Oui. Oui, bonsoir. Une question toute bête. Qu'est-ce qu'on fait de ce que vous venez de nous dire? Parce qu'il y a des femmes... Vous faites pour le mieux. Tous les jours. Non, mais une petite question. Qu'est-ce qu'on fait de ce que vous venez de nous dire? Qu'est-ce qu'un homme politique? Voilà. Qu'est-ce que des personnes qui s'occupent de conditions féminines pourraient faire? Oui, alors, de ce que j'ai voulu essayer de mettre en avant, c'est que je rejoins un peu ce qui a été dit avant. Et effectivement, ce sont souvent les femmes qui font bouger les sociétés, qui rentrent dans les institutions, etc., parce que c'est souvent par ce biais-là qu'elles ont une promotion sociale. Mais le fait est également qu'elles le font parfois avec une mauvaise conscience culturelle, parce qu'elles peuvent avoir le sentiment de trahir leur culture d'origine, précisément en défendant en quelque sorte leurs droits. Alors ce qu'il faudrait leur dire, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que précisément... encore une fois, le 19e siècle est passé, et en s'appuyant sur ce qui est le plus, comment dirais-je, au cœur de la pensée océanienne, il y a un élément fondamental en leur faveur. Autrement dit, si les femmes peuvent... ce que je veux dire par là, c'est que si on est un petit peu ignorant, on peut supposer qu'une femme doit être soumise parce que c'est de l'ordre de la coutume. Or, la coutume ne dit pas que ça. La coutume dit aussi que la femme est éminemment sacrée. Or, si on garde cette idée de sacralité, la femme peut se fonder sur cet élément, comment dirais-je, culturel, pour précisément mettre en avant les notions que l'on a énoncées, telles que le respect, etc. Autrement dit, la défense des femmes ne passe pas par le reniement de la culture. C'est ça que j'ai voulu dire. Au contraire, elle peut s'appuyer dessus, avec toutes les adaptations, etc., etc. Juste, est-ce qu'on peut retrouver votre propos quelque part sous une forme écrite? On doit pouvoir l'envisager, oui. Oui, ce propos existe en partie dans un de mes ouvrages, mais éventuellement, je pourrais lui donner une forme d'article, bien sûr. Quel ouvrage? C'est l'ouvrage qui s'appelle « Altérité polynésienne ». Et où il développe, bien entendu, les représentations des femmes du point de vue occidental et du point de vue polynésien, et comment les choses se font après la période de contact. Si je puis me permettre, l'ouvrage est consultable juste devant la salle Sissia, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Dans les sociétés marquisiennes, effectivement, il y avait 2 femmes prêtresses. Dans la société kanak, il n'y a pas de femme coutumière. La femme n'a pas beaucoup droit, apparemment, à la parole, même au sein du clan et de la tribu. Il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'évolution. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Alors, encore une fois, j'ai pris soin de dire que l'Océanie, c'est aussi varié que l'Europe. Donc les cultures sont extrêmement... et par exemple, au Tonga, il y avait... celle qui représentait la religion, c'était la sœur du roi. Donc dans beaucoup de cultures océaniennes, les femmes avaient une importance hiérarchique, etc. Mais le pouvoir politique a toujours été plus ou moins l'apanage des hommes. Ça, c'est une constante quasiment en Océanie. Et dans certains cas, encore que même en Polynésie, vous avez vu la reine Pomaré, etc. Autrement dit, des fois, la généalogie prévaut sur le sexe. Et donc la généalogie fait qu'une femme, finalement, mais même en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qui fait que les femmes, finalement, n'ont pas le droit à la parole? C'est qu'elles quittent le clan d'origine pour être dans le clan du mari. Donc elles sont des étrangères. Mais si une femme aînée de son clan quitte le clan de son mari pour X raisons, par exemple elle est veuve, elle retourne chez elle, elle retrouve une autorité, une certaine autorité. Donc encore une fois, il faut mettre des nuances parce que les sociétés sont extrêmement variées, mais il ne faut jamais perdre de vue le poids justement des valeurs généalogiques. Et pour revenir à ma veuve qui serait l'aînée, à mon avis, elle a un pouvoir de parole sur le cadet quand même. Ça ne veut pas dire qu'elle apprendra forcément dans le cadre de la coutume, mais ça veut quand même dire qu'elle n'est pas déniée de tout pouvoir. Maintenant, c'est vrai que dans les sociétés océaniennes en général, et en Nouvelle-Calédonie en particulier, le pouvoir politique est quand même l'apanage des hommes. Oui, bonsoir. Pourquoi la femme, si elle est considérée aussi sacrée dans beaucoup de sociétés, pourquoi est-elle au cœur de tant de violences ? On devrait au contraire la porter sur un piédestal. Ah oui, mais si les sociétés étaient logiques, ça se saurait. Non, mais encore une fois, les violences, elles sont partout. Je vous rappelle quand même, si vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, vous verrez que la place des femmes n'est guère enviable. Hein. Autrement dit, structurellement, je ne sais pas si c'est une affaire de testostérone ou de quantité de fibres musculaires, mais le matriarcat, ça n'a existé que dans les fantasmes. Les sociétés sont dans leur immense majorité masculine, et les hommes exercent leur pouvoir sur des femmes dont fondamentalement ils redoutent le pouvoir parce qu'elles ont fondamentalement un pouvoir de vie qui leur échappe, donc ils vont exercer un contrôle. Le mariage chrétien n'est rien d'autre que l'assurance de faire en sorte que les héritiers soient bien les héritiers du père. Ça, on retrouve ça dans toutes les sociétés. C'est le contrôle du ventre des femmes, c'est le contrôle de la généalogie, donc c'est le contrôle de l'ordre social. Alors après, on y met les représentations que l'on veut. C'est-à-dire que soit on dit que la femme, elle est sacrée parce qu'on reconnaît ce pouvoir-là, mais du coup on met un maximum d'interdits, ou bien on lui refuse tout pouvoir, elle devient une sorte de tiroir dans lequel on implante un homoncule. Mais dans tous les cas de figure, c'est bien le pouvoir des hommes qui s'exerce sur les femmes pour des raisons structurelles qui n'ont rien de romantique. Bonsoir. Je voudrais apporter un témoignage qui va un peu à l'encontre de ce qui se dit, et je le mets moi en lien avec la possession ou la non-dépossession de sa propre culture. J'ai eu l'occasion à Lifou, dans la tribu de Kumo, d'assister à des discussions lors de parce que le mari était mort, la femme normalement devait, selon la coutume, retourner chez elle, et elle ne voulait pas, enfin dans son clan d'origine, et elle ne voulait pas. Et j'ai assisté à des discussions, moi en tant que ma fille est mariée avec un garçon de cette tribu, et j'étais invitée, et les gens, enfin les femmes avaient autant le droit à la parole que les hommes. Mais je considère que cet endroit-là, enfin cette famille, ce clan, ce sont des gens structurés qui valorisent leur propre culture, mais qui sont intégrés également dans la société moderne, mais qui sont bien à l'aise dans leur propre culture. Et je ne pense pas non plus, et je me souviens, un autre témoignage, je me souviens que quand ma fille a épousé ce jeune Mélanésien, là, il y a eu des tas de discours, bien sûr, mais au bout du compte, on sentait l'importance de la femme
Ils lui ont dit, en fin de compte, bon, tu as reçu beaucoup de cadeaux, etc. Mais n'oublie pas et n'oublie jamais que le plus beau cadeau que tu as reçu aujourd'hui, en parlant à mon gendre, c'est cette femme. Donc il me semble que, d'une manière générale, toutes ces violences que l'on déplore en Polynésie, en Calédonie, je pense que ce sont des gens qui sont... qui ne sont plus dans leur propre culture, qui sont un peu dépossédés, qui sont aliénés, qui ont pris les mauvaises choses de notre civilisation et qui n'ont pas gardé les bonnes choses de la leur. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça ne contredit pas ce que j'ai dit, ça l'illustre plutôt. Je pense que c'est plutôt une bonne illustration de ce que j'ai dit. Ou alors, j'ai pas compris. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Bien, écoutez, je crois qu'on va conclure sur ces bonnes paroles. Je renouvelle mes remerciements à Bernard Rigaud et surtout, je vous donne rendez-vous le 10 décembre pour la dernière conférence de l'année sur une thématique qui fera date, j'espère, le cannabis. Merci. Mais moi, je remercie tout le monde de sa patience.